Je vais passer le micro maintenant à Laurent Chambaud. Vous pouvez nous rejoindre, cher professeur, qui est directeur de l'école des hautes études en santé publique, que ma génération a appelé simplement l'ENSP, depuis mars 2013. Laurent Chambaud est un des spécialistes de santé publique. Il était précédemment au cabinet de Marisol Touraine avec ce dossier-là, qui est un dossier important. Depuis le sida, pour tous les ministres de la Santé, ils n'ont qu'une hantise, c'est d'avoir un problème qui leur tombe sur le dos en 2 jours. Et là, il faut avoir un conseiller un peu calé. Sinon, sa carrière à lui, et passe dans beaucoup d'endroits où on parle de santé publique. Il a été enseignant, puis après, ce qui arrive souvent aux fonctionnaires français, détachés à la Commission européenne parce que ça intéresse le gouvernement. Et sinon, après, son cursus, c'est celui classique d'un haut fonctionnaire qui va de l'INVS et dans les DAS de province, Mayenne, Franche-Comté, ailleurs. Il a bien sûr fait une étape obligée à l'IGAS. Et avant Marisol Touraine, moi je l'ai rencontré à l'ARS d'Île-de-France. Laurent, vous parlez d'ici ou de là-bas comme vous le souhaitez, pour nous dire quel est le rôle, la place de cette école-là encore dans la diffusion de l'innovation dans nos établissements. Si ça vous en dit... Oh. Vous entendez? Mal, moi je vais peut-être aller là-bas. Bon, je m'aperçois que... D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je m'aperçois que je suis vraiment d'une autre génération que Paolo Rotelli, parce que voilà l'iPhone sur lequel va se dérouler ma présentation. Bon, je ne vais pas parler de l'EHESP, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour cette école, même si je l'aime beaucoup. Je suis là pour essayer de réfléchir avec vous sur cet aspect de transition. Je vais être assez court et ma grande crainte, c'est que tout ce que je vais vous dire, vous le savez déjà. Mais bon, je vais m'essayer quand même. Le premier point sur lequel je souhaite attirer l'attention, et ça c'est quelque chose que je pense on peut partager avec notamment notre voisin du sud-est, c'est ne nous flagellons pas. Nous avons en France un bon système de santé et nous avons un bon état de santé de la population française. Il ne faut pas l'oublier. Alors il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes à regarder. Si on regarde quelque chose sur lequel le système de santé finalement a très peu d'influence, ça a été largement décrit, l'espérance de vie à la naissance. Les 3 pays en Europe qui sont à la tête dans l'espérance de vie à la naissance, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est l'Espagne, la France et l'Italie. Donc, ce qui peut-être est la preuve aussi que le système de santé intervient peu, parce que c'est des systèmes de santé qui sont très différents, mais ce qui montre aussi qu'en tout cas, on a des éléments constitutifs dans la façon dont vit la société qui entraînent une espérance de vie à la naissance importante dans notre pays. Et puis, il y a d'autres indicateurs qui nous montrent que le système de santé et le système de soins français n'est pas mauvais du tout. On peut prendre quelques exemples, mais bon, je ne vais pas vous assommer avec ça. Mais si on prend par exemple des éléments qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, l'espérance de vie pour cancer après 5 ans dans un certain nombre de pays. Il y a une étude européenne qui est sortie, qui montre que la France se retrouve plutôt en bonne position, alors que d'autres pays qui traditionnellement sont très forts pour nous dire comment organiser leur système de soins, je pense bien sûr aux États-Unis, mais c'est peut-être un peu simple, mais aussi à des pays comme le Danemark ou comme l'Angleterre, n'ont pas des bons résultats. Et c'est vrai aussi pour la mortalité 30 jours après un infarctus. La France se situe plutôt dans la bonne moyenne, d'ailleurs avec l'Italie sur le sujet. Et pareil, des pays comme l'Angleterre n'ont pas des bons résultats, des pays comme l'Allemagne n'ont pas des bons résultats. Donc, je ne veux pas dire, et je ne veux pas lancer un cocorico et dire que l'OMS nous a classés première dans les systèmes de santé, mais simplement, je pense qu'on a en interne des fondamentaux dans notre système de prise en charge qui sont des fondamentaux qui sont bons. Le problème que tout le monde connaît, c'est que notre système il coûte cher.
Alors, il coûte à peu près, alors il coûte déjà beaucoup moins cher que les États-Unis, mais il coûte relativement cher dans la moyenne des pays de l'OCDE, et on partage probablement quelque chose qui est constitutif de notre système, de la création de notre système de soins, c'est-à-dire un pays qu'on appelle bismarckien, même si maintenant il n'y a plus aucun modèle pur, mais qui est un modèle qui, à la fois, traite des aspects de partenariat et a des modalités qui sont plutôt vers la tendance à l'universalité que vers la tendance au chemin strict et unique, comme les pays de service national de santé. Donc, je voulais juste, au moins en introduction, dire ça, parce que dans les aspects de transition, c'est important de savoir où on est par rapport à d'autres pays. Et je peux vous assurer qu'un certain nombre d'autres pays, et là pour le coup on le voit à l'école, viennent en France pour essayer de voir quels sont les éléments qui peuvent être utiles. Donc ce n'est pas juste nous qui devons aller chercher des expériences à l'extérieur, il faut aussi qu'on reconnaisse nos propres expériences qui sont bonnes. Là-dessus peut-être qu'on a des progrès à faire. Maintenant, la transition, et c'est plutôt moi là-dessus que je souhaite insister, tous les pays industrialisés sont dans une phase de transition. Et ça, je crois que c'est très important à le reconnaître. Et d'habitude, on a l'occasion, c'est un discours qui date maintenant depuis 20 ans, de parler de transition épidémiologique. Moi, ce que je voudrais juste, et si pour moi c'est la chose peut-être la plus importante à retenir, si vous voulez retenir quelque chose de ma présentation, c'est il n'y a pas que la transition épidémiologique. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est... je vais vous donner, j'ai entendu qu'on avait parlé des 4 P, moi je vais vous dire les 5 T. Et je pense qu'on a une transition qui est à 5 niveaux. Alors, la première, évidemment, c'est la transition épidémiologique. Je ne vais pas y revenir, poids des maladies chroniques. Je veux juste insister sur quelque chose, parce que ce n'est pas marqué dans les articles qu'on voit sur la transition épidémiologique de manière générale, et c'est marqué d'une autre manière, mais c'est aussi de la transition épidémiologique, c'est la mondialisation des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'en gros, et n'oublions pas que les maladies infectieuses, et je l'ai vécu au cabinet, mais on le voit actuellement dans l'actualité récente, les maladies infectieuses ne sont pas totalement éradiquées de la surface de la planète. Et au contraire, ce que l'on voit maintenant, c'est que tout foyer peut être un foyer qui est très rapidement transposable. Bon, je ne parle pas d'Ebola, mais j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un de Guyane. Quand on parle des aspects notamment liés au chikungunya, notamment à la dengue, on voit bien que c'est des sujets qui très vite peuvent prendre des dimensions importantes, et surtout, c'est des sujets sur lesquels les frontières n'existent pas. Et, alors, elles n'existaient pas lorsqu'il y avait des épidémies de peste, hein, ne l'oublions pas. Mais maintenant, les modalités de circulation et les modalités de prise en charge imposent aussi ces aspects-là. Donc ça, c'est le premier point, transition épidémiologique. Mais bon, encore une fois, c'est quelque chose qui est largement décrit. Le deuxième point, qui est aussi largement décrit, mais qui, à mon avis, est très lié, c'est la transition démographique. Le poids du vieillissement, etc. Alors, je voudrais juste insister là-dessus parce que là aussi c'est l'actualité récente. On est actuellement, il y a un débat parlementaire sur le projet de loi sur, et je crois que c'est important, non pas sur le vieillissement, mais sur l'adaptation de la société au vieillissement. C'est un sujet, à mon avis, majeur pour le système de santé en général. Pas tellement, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est relativement discuté au niveau scientifique, pas tellement par une prise en charge accrue de gens qui vont avoir des problèmes. Oui, bien sûr qu'il va y avoir ça, mais par le fait que la société actuellement n'est pas en mesure de reconnaître quelle va être la composition démographique de dans 20 ans. Et qui va obliger à des services, et je pense notamment aux services sociaux et médico-sociaux, qui vont être complètement différents de ce que l'on a aujourd'hui et dont le système de soins va être obligé qu'il va être obligé de reconnaître. Et puis, deuxième chose qui est inclus dans le projet de loi, mais qui va être probablement quelque chose dont le canevas, la géographie nous est pour l'instant inconnue, c'est est-ce qu'on est capable de développer des
programmes, des interventions en prévention qui permettent de faire en sorte que ce vieillissement ne s'accompagne pas d'une dépendance extrême dans les dernières années de la vie. Ça, je crois que c'est aussi un sujet qui est important et c'est un sujet sur lequel, là, pour le coup, le système de soins, y compris dans ses aspects recherche et innovation, doit être présent. La troisième transition, et là, je pense que c'est au cœur de ce dont vous discutez depuis hier, c'est la transition professionnelle. On ne prendra plus en charge. On ne prend plus en charge déjà aujourd'hui les gens de la manière dont on le faisait il y a 20 ans. Mais on ne prendra plus en charge dans 20 ans, ou peut-être même dans 10 ans, ou peut-être même dans 5 ans, de la façon dont on prend en charge aujourd'hui. Et ça, c'est des transitions professionnelles. J'ai rencontré, mais vous les rencontrez quotidiennement, les jeunes professionnels de santé. Je ne parle pas uniquement des médecins. Les jeunes professionnels de santé n'ont pas les mêmes modalités d'acquisition de leur profession. Ils vont s'installer ou ne pas s'installer, mais en tout cas exercer de façon complètement différente. Avec, pour la plupart d'entre eux, une volonté d'être dans une pluriprofessionnalité, mais aussi une volonté de ne pas être isolé. D'être sur un territoire, de pouvoir bouger et d'être sur un territoire où ils se sentent sécurisés, notamment par rapport aux actes qu'ils ont à faire. Se met en place aussi dans l'organisation professionnelle, et ça, c'est pas uniquement en France, c'est dans tous les pays, la notion de parcours. J'ai entendu que vous parliez parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie. Bien entendu, de toute façon, le parcours, c'est de manière plus générale. Mais il y aura de toute manière cette volonté de l'intégrer dans la pratique professionnelle. Et à ce niveau-là, il y a un sujet qui, à mon avis, n'est pas suffisamment traité au jour d'aujourd'hui et qui probablement est très souvent vu d'une façon technocratique, c'est dans les nouveaux modes professionnels, quelle va être l'autonomie professionnelle des professionnels de santé. Parce qu'elle va jouer de deux manières, à la fois par rapport à l'environnement organisationnel que vous pourriez appeler facilement technocratique, mais elle va jouer aussi sur l'autonomie entre professionnels. Et ça, je crois que c'est un sujet qui est vraiment devant nous. La quatrième transition, c'est la transition technologique. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, et notamment quelque chose sur lequel je veux, enfin, vous l'avez vu, et ce n'est pas de mon propos de le dire, il y a bien entendu la clinique va évoluer de façon très forte avec les nouvelles technologies. Mais ça a été dit ce matin par le président du SNITEM, c'est aussi, c'est pas seulement la clinique, c'est le prendre soin. C'est-à-dire que tout ce qui tourne autour des dépendances, de l'autonomie, va bénéficier de ces nouvelles technologies. Mais mon propos, et notamment à l'EHESP, c'est que ça va aussi entraîner des évolutions énormes sur l'organisation. L'hôpital, je tombe par terre, l'hôpital de dans 20 ans, personne ne sait exactement comment il va être. Et là, je rejoins ce qui a été dit. Probablement que c'est maintenant la fin des gros centres hospitaliers universitaires avec des milliers de lits. Mais ça va être remplacé par quel type de prise en charge? Et le pari que l'on peut faire, c'est que de toute façon, avec à la fois les nouvelles organisations professionnelles et cette capacité de transmission, de données, ça va être probablement des systèmes qui vont être en réseau, mais au sens peut-être plus Internet du terme, avec des centres distants, tel celui que vous avez présenté, mais qui commence à se voir dans de nombreux pays, fortement intégrés, avec un lieu où il y a une technologie beaucoup plus concentrée, parce qu'on n'aura pas les moyens de la mettre partout. Et tout ça, il faut l'inventer. Tout ça, il faut le mettre en place. Et ça, je pense que c'est un sujet absolument majeur. J'ajoute un point dans la transition technologique, ça a été dit à plusieurs reprises. Derrière se pose la question de la maîtrise de l'information, à tous les niveaux, aussi bien au niveau des cabinets qu'au niveau de la transférabilité de données de plus en plus nombreuses pour lesquelles on ne sait pas encore aujourd'hui comment on va pouvoir les traiter. Donc en gros, comme pour Internet, on va être soumis à un bombardement d'informations sur lesquelles ce qui va être important, c'est de savoir de quelle information on a besoin pour prendre en charge de la meilleure façon une personne. Et puis la dernière transition qui me semble importante, c'est la transition démocratique.
Alors la transition démocratique, il y a, premier point, Internet. Internet, vous l'avez dit les uns et les autres, Internet modifie, va complètement modifier la façon dont les gens perçoivent les aspects de santé. Et ça a été dit, y compris dans un certain nombre de questions, c'est un élément majeur. Et je dirais c'est Internet et les médias, parce que les médias suivent Internet, et donc comment l'information va arriver aux personnes, vous le voyez déjà dans vos cabinets, mais c'est quelque chose qui va transformer complètement ces aspects de relation entre un patient et un médecin, entre un patient et un professionnel de santé, entre un usager et un professionnel de santé qui maintenant n'a pas besoin d'être patient pour essayer d'avoir de l'information. La deuxième chose sur laquelle, au niveau de la transition, qui me semble importante, c'est que, et je pense, mais je veux le vérifier avec vous, donc n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas, il me semble qu'on va assister de la part des personnes à des demandes paradoxales. Parce que d'un côté, au niveau individuel, il va y avoir une demande de plus en plus forte de technologie, de technicité, si possible le plus en amont possible et bien avant même d'avoir des symptômes, et pas, donc avec une demande très forte de l'appareillage le plus moderne que l'on a vu dans Gala, ou enfin je ne citerai pas une seule revue, mais que la personne a vu dans quelques magazines que ce soit ou sur Internet, et puis par ailleurs, ce que l'on voit notamment avec la population que vous avez de façon peut-être prédominante dans vos cabinets, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt avec des multipathologies, avec des problématiques dans lesquelles le soin, la santé, la prise en charge sociale se mêlent, et là où il y a besoin d'une demande globale. Et sur ces sujets-là, on a actuellement du mal à voir comment on va traiter les deux, alors que les deux font l'objet d'une demande de la population. Et sur ces sujets-là, à mon avis, la formation des professionnels est un élément majeur. Il faut qu'on arrive à les outiller sur ces deux points. Et puis, autre point dans la transition démocratique, c'est les notions d'éthique. Parce que tous ces aspects de technologie, jusqu'où on va ? Comment on fait en sorte qu'elles puissent être accessibles? À qui elles vont être accessibles? Est-ce que vraiment on peut donner des éléments de diagnostic précurseurs sur des sujets sur lesquels on n'a pas les moyens de savoir si effectivement les évolutions vont se faire? C'est un sujet qui commence à être très important, notamment sur les problématiques de cancer, avec les capacités qu'on a maintenant à déterminer, y compris au niveau génétique, des facteurs de risque. Mais jusqu'où on va aller au niveau éthique par rapport à la population qui va être ou non en demande de ce genre de choses. Et puis, dans la transition démocratique, moi j'y mettrais aussi ce qui devient maintenant quelque chose d'élément, c'est ce que les Québécois appellent la responsabilité territoriale. C'est-à-dire comment sur un territoire, on est capable d'avoir un dialogue entre les populations qui habitent ce territoire et les professionnels qui sont chargés de prendre en charge les besoins de santé dans ces territoires. Et là, à mon avis, c'est une chasse gardée de personne, pas plus du public que du privé. Mais comment on arrive à organiser ça, à mon avis, c'est un sujet majeur. Je ne vais pas être plus long parce qu'il y a d'autres personnes. Je voudrais juste terminer pour dire, y compris dans la façon dont vous avez posé le problème, on a deux façons de voir l'innovation. Au jour d'aujourd'hui, soit on peut dire on est condamné à innover. À mon avis, ce n'est pas une façon très positive de faire, et je trouve que c'est dommage de le voir comme ça. On a une autre façon de faire, qui est de dire, dans cette période de transition, nous avons une chance pour innover. Et je crois que là, on est dans une période, je ne sais pas combien de temps elle va durer, où de toute façon, cette innovation va se faire. On a des atouts en France sur la façon de faire. Il faut qu'on soit capable de transformer ces atouts ensemble pour arriver à une problématique qui respecte tout ce qu'on a acquis jusqu'à présent, mais qui nous projette dans le futur. Et ça, je pense que c'est tous ensemble qu'on peut le faire. Je vous remercie. Merci, M. Chambaud.